Patrick Ducharme, bonjour. Bonjour Antoine. Enseignant en sociologie au collégial depuis une quinzaine d'années, collaborateur occasionnel au Verbe. Tu nous avais fourni des magnifiques portraits des penseurs Dorothy Day, Marshall McLuhan, précédemment là, dans nos pages. Et là, tu t'intéresses depuis longtemps à un sociologue majeur de notre siècle, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui s'appelle Hartmut Rosa. Oui. Alors, c'est le penseur de l'accélération comme notion fondatrice de la modernité et de la résonance comme moyen d'y remédier. Est-ce que ça a du bon sens, ça? Absolument, oui, c'est bien résumé. Donc, Hartmut Rosa, donc sociologue allemand, héritier de ce qu'on appelle l'école de Francfort, donc qui est une théorie critique au 20e siècle en philosophie, en sociologie, sur notamment le milieu de la culture, de la consommation, des médias. Et puis, traditionnellement, qui est une théorie assez critique, et lui en fait partie. Et l'accélération, ben, on le devine, hein, il y a quand même une lourdeur, il y a quand même un poids avec ce mot-là qui n'est pas très rassurant, à savoir qu'on vit dans un monde qui est en constante accélération. D'être immobile, c'est mal vu. Si ta carrière stagne, si ta famille stagne, si ta vie personnelle stagne, si une industrie stagne, c'est nécessairement mauvais dans l'imaginaire collectif. Ben, c'est vu comme un échec. Ça a toujours été vrai historiquement, mais aujourd'hui, en tout cas, dans l'histoire moderne, à tout le moins, avec la révolution industrielle, on le devine très bien. Mais à partir de la fin du 19e et début 20e siècle, avec notamment l'univers médiatique, l'univers académique aussi, ça va s'accélérer. L'accélération, pour offrir une petite définition très simple, c'est l'obligation de production, de performance, de rendement. Donc, il y a une formule très intéressante chez Rosa qui va dire que la stabilité n'est possible que d'un point de vue dynamique. Donc, si je veux être stable, en fait, c'est juste une façon de parler parce qu'on ne peut pas être stable. L'économie ne peut pas être stable. Au travail, on ne peut pas être stable. Il faut faire toujours mieux, toujours plus rapidement. Et c'est pas seulement au travail. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est vraiment une théorie sociologique générale. Il va en parler notamment, la période de repos, on en parlait avec le repos et le divertissement, c'est un très bon exemple. Supposons qu'on est samedi, par exemple, je ne travaille pas, je m'assois dans mon fauteuil confortablement. Fainéant. Mais on va très souvent ressentir une petite culpabilité. Et durant les vacances, c'est la même chose. On se dit, il faudrait bien que je fasse quelque chose. Alors, d'ailleurs, c'est la semaine de relâche qui commence actuellement pour plusieurs enfants et plusieurs parents. Et là, on veut remplir notre semaine. Parce qu'on se dit, si on ne prévoit rien, on va perdre nos congés, on va perdre notre temps. Et souvent, il faut rentabiliser nos journées de congés, nos journées de repos, parce que sinon, on va avoir l'impression de perdre une occasion ou de se faire dépasser. Et c'est pas tout. Il faut même, idéalement, prendre des photos et les partager pour les réseaux sociaux pour s'assurer que notre rendement de congé soit bien vu, soit bien évalué. Et on a cette espèce de petite pression sociologique-là qui fait que on ne peut pas simplement ne rien faire. On ne prend pas de photos de nous en train de se pogner le beigne dans le divan le samedi matin pour mettre sur les réseaux sociaux. Mal vu moralement. Donc, on a cette espèce de pression-là d'être performant même dans nos journées de... Puis on pourrait parler de la parentalité aussi. On ne peut pas simplement être père, être mère. Il faut être un excellent père, une super maman, c'est-à-dire savoir cuisiner, pouvoir régler tous les bobos, jouer avec nos enfants, faire de la couture. On ne peut pas simplement dire à nos enfants, va jouer dehors, puis on se revoit à la fin de la journée. Non, il faut aller jouer avec eux, il faut s'assurer que l'éducation soit la bonne, lire des bons livres de psychologie pour être sûr d'être à la hauteur. L'inscrire dans toutes sortes d'activités, Absolument. etc. Donc, c'est ce qui fait en sorte... C'est fatigant, ça, Patrick? C'est vraiment épuisant. D'ailleurs, il y a des concepts clés de Hartmut Rosa, c'est vraiment le burn-out. C'est l'épuisement professionnel. On le retrouve partout dans son livre Accélération, que je vois, je crois, sur ta table. Ouais. Et c'est vraiment le mal de notre époque. Ce qui est particulier, c'est que c'est un mal qui touche des gens qui ont tout, qui ont des carrières, qui ont de l'argent, qui ont du prestige. Traditionnellement, les sociologues de cette école de pensée-là, plutôt marxistes, disons-le, disons les gros mots, ils s'intéressaient justement aux luttes sociales, aux luttes de classe. Faudrait que les classes ouvrières aient accès à plus de moyens, qu'il y ait une plus grande égalité, qu'on puisse... mais là,
on est arrivé à un point de l'histoire, en tout cas en Occident, où il y a une classe moyenne assez bien nantie, où on pourrait dire, nous sommes arrivés, pas à la fin de l'histoire, mais quand même à un point de confort assez généralisé, et on est malheureux quand même, on est épuisé quand même. Comment il réfléchit à ça? En fait, on le voit même dans l'actualité. Là, on est en ce moment à la fin de certains conflits syndicaux, notamment dans le monde de l'enseignement ou de la santé, où souvent la première question qui achoppe, c'est le salaire. Et là, on se dit, on va payer nos professeurs pour les garder au travail. Et là, on a même évoqué des chiffres. Là, donc, après quelques années de travail à temps plein, un professeur de primaire va atteindre un salaire de 103 000 $, 100 000 par année. Et là, ça frappe l'imaginaire collectif parce qu'on rentre dans les 6 chiffres. Mais moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais je vous le dis, Hartmut Rosa nous le dit, c'est que cette course aux ressources-là ne nous aide pas, elle nous nuit. Ce qui fait en sorte que... Il faudrait baisser le salaire des profs, c'est ça que tu es en train de dire, monsieur le professeur? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on a cru que Hartmut Rosa était le sociologue du ralentissement, de la décélération, la décroissance, et ce qui n'est pas du tout le cas. Ah non? Il dit que la solution à l'accélération, ce n'est pas le ralentissement. Parce qu'il y a quand même des choses dans le progrès qui sont bénéfiques d'un point de vue technologique, d'un point de vue médical, d'un point de vue des communications. Qui voudrait se passer d'Internet aujourd'hui? Un des problèmes avec le burn-out ou le travail, c'est le fait qu'on peut être rejoint en tout temps avec nos courriels, nos téléphones, ce qui fait en sorte que le télétravail élargit nos périodes de travail potentielles, d'ouvrage potentiel. Et il y en a qui pourraient dire, la solution dans ce cas-là, ce serait tout simplement de ralentir et de se passer d'Internet. Jetons nos téléphones cellulaires et nos ordinateurs, on va régler... Mais pas nécessairement, non. C'est précieux d'avoir Internet pour communiquer, aller chercher des informations, c'est quand même riche. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut nier les ressources qu'on a acquises, mais peut-être que le problème, le nœud du problème, ce ne sont pas des ressources en tant que telles ou de la richesse. Et c'est là, après quelques années de travail, de réflexion sur l'accélération, qui va en venir à une autre dimension, à un autre concept qui est très important en sociologie aujourd'hui, c'est la résonance. Parce que d'entrée de jeu dans la résonance, que j'ai ici d'ailleurs, qui est un ouvrage que je ne conseille pas nécessairement un petit livre tout léger. Tout léger. Oui, ça m'a pris 2 ans de lire. Donc, je l'ai lu lentement pour vraiment le réfléchir, le digérer, mais c'est fascinant. Résonance, une sociologie de la relation au monde, c'est le sous-titre. Dès le début, il dit « on court après les ressources, on court après le bonheur, mais c'est peut-être une chimère. » C'est pas qu'il faut être malheureux. C'est pas ça qu'il dit. Il ne faut pas nécessairement souffrir, il ne faut pas nécessairement ralentir, il ne faut pas nécessairement aller vivre dans le bois, dans une cabane en bois rond, couper de l'électricité, de l'eau courante. C'est pas ça la solution. Mais la course aux ressources doit plutôt laisser place à une question sur le processus. Donc, ce n'est pas tant d'éliminer les ressources ou les richesses, mais de réfléchir au processus. Et la résonance, pour donner une petite définition très simple, c'est la relation au monde, lequel nous répond. Donc, à être en relation avec les autres et non pas nécessairement en contrôle. OK. Donc, la métaphore qu'il utilise, c'est le diapason. Le diapason, en fait, si on a 2 diapasons, si on en cogne un, l'autre va se mettre à résonner, mais à sa façon. Pas nécessairement pareil comme l'autre diapason. C'est la métaphore qu'il va utiliser. Alors, la résonance, par exemple, ça peut être tout simplement de dire, je suis un professeur, j'ai des étudiants devant moi, mais si je parle uniquement en termes de production, de performance, de croissance, on va penser aux examens, au travail, aux notes, à la cotère, et là, je vais produire une cohorte de jeunes anxieux, stressés, qui ne pensent qu'aux résultats. Et malheureusement, c'est souvent ce qui arrive. Parce qu'on a beaucoup de cours, beaucoup d'examens, on a des ultimatums, on fait les examens, et souvent, ce qui arrive après, pouf, on oublie la matière. Tu deviens, toi, une espèce de technicien de l'enseignement, pas dans le sens que c'est mauvais d'être technicien, mais finalement, ça devient... c'est ça, seulement on l'utilisait, cette expression-là, quand on était à l'université, du bourrage de crâne. Là. Exactement, oui. On remplit des cases, puis on passe au prochain examen, puis on oublie tout après quelques semaines. C'est un peu ça. Absolument. Tu posais d'ailleurs la question au début, à savoir, il me semble que tout le monde est fatigué. Moi, en tant que coordonnateur de mon département, je pose la question, mais je suis surtout très attentif.
tout le monde est fatigué. Les professeurs sont fatigués, les étudiants sont fatigués. Et là, moi, je me dis, on est en plein dans l'accélération. Là. Ouais. Je me dis, si tout le monde en parlait ouvertement et si on réfléchissait à l'institution, à nos normes, on pourrait se dire, des professeurs qui sont moins fatigués parce qu'ils se concentrent sur l'essentiel, sur leur matière, sur leur discipline, sur leurs connaissances. Sur la relation avec les élèves. Exactement, et qui veulent transmettre une passion qui peut être contagieuse, parce qu'on a tous rencontré des professeurs qui étaient fascinants, qui ont changé nos vies. Mm-hmm. Mais ce n'étaient pas nécessairement les professeurs les plus exigeants ou les plus tyranniques. Ou les plus organisés, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Ça pouvait être mais pas non plus, je disais que le ralentissement ou la décroissance, c'est pas nécessairement la solution, pas non plus des professeurs fainéants ou qui nous disent que c'est pas nécessaire de travailler, mais des professeurs qui vont créer une relation résonante où on va se concentrer sur l'essentiel, sur la raison pour laquelle on est là. Et en bout de ligne, si on a un apprentissage, une émancipation, un bouleversement, une remise en question, c'est là peut-être que plus tard, je vais me souvenir du professeur que j'ai eu dans le cours et la note va être secondaire. On ne se souviendra plus nécessairement de la note, mais on va se souvenir des apprentissages. C'est ça la résonance. C'est pour ça qu'on va à l'école, dans le fond. Il y a un concept très intéressant on peut lire ça là, dans un texte que tu as publié chez nous, d'ailleurs, sur leverbe.com, qui s'appelle Hartmut Rosa, Lâcher prise en tenant bon. Oui. C'est un texte où tu résumes la pensée de Rosa. On voyait bien dans ce texte-là que dans le concept de résonance, il y a 4 dimensions essentielles. Oui. Puis sans toutes les énumérer, je vois le temps filer. Il y en a une qui est vraiment très intéressante et qui est très proche de ce qu'on vit aussi, ceux qui ont la foi, de ce que vivent ceux qui ont la foi, c'est le concept d'indisponibilité. J'aimerais t'entendre là-dessus, Patrick. C'est quoi ça, l'indisponibilité? C'est quand on m'appelle, je réponds pas? C'est ça? C'est pas nécessairement ça. L'indisponibilité, c'est un principe. Ça veut dire que en théorie, sur papier, on est tous disponibles. On est disponible pour nos collègues, nos amis, notre épouse, nos enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit toujours l'être. Il y a des moments où on doit justement lâcher prise, il y a des circonstances. L'indisponibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la résonance ne se crée pas sur demande. Par exemple, on ne peut pas dire que parce qu'on a lu des manuels ou des instructions qu'on peut reproduire toujours un travail parfait ou qu'on peut réussir notre vie de couple parce qu'on a lu dans un livre comment réussir son couple. C'est pas toujours comme ça. Des fois, ça va fonctionner. Mais l'indisponibilité, ça veut dire qu'il faut arrêter de toujours vouloir contrôler. La résonance, par définition, elle est indisponible. Elle dépend du contexte, elle dépend des institutions, elle dépend de la culture. C'est pas en appuyant sur un bouton qu'on va l'obtenir. Ça. J'utilise la métaphore du Amazon. Je clique sur quelque chose, je suis membre Amazon Prime, puis le lendemain matin, ça arrive à ma porte. On est dans une culture où on veut que tout arrive sur commande en pesant sur un bouton. Mais la résonance, c'est pas comme ça. C'est de réfléchir au processus et ça fait en sorte que des fois, les choses ne fonctionneront pas. On peut donner un cours qui va être tout croche. On peut faire une erreur au travail. On peut avoir un souper romantique qui va tourner à la catastrophe parce que le rôti brûle dans le four. Ou à l'inverse, tu peux donner un cours parfait qui, sur papier, était très bien préparé, impeccable, la matière passionnante, puis ça lève pas. Non. Parce que tu as des êtres humains devant toi, pas des machines. Alors, c'est pas automatique. On ne peut pas tout contrôler, tous les paramètres. Et paradoxalement, la résonance peut se produire dans des situations où il y a des accidents, des erreurs, des gaffes, mais ça peut être très formateur, ça peut souder des liens, et ce qui fait en sorte que des fois, des hasards suivent son instinct, essayer des choses, peut-être que ça ne marchera pas au travail, mais on essaie quelque chose, on sort un peu de la procédure, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est ça aussi la résonance. C'est de sortir un peu du mode d'emploi, du guide, de la norme, de la procédure, pour penser à des relations. Parce qu'on a beau vouloir suivre les règlements, les normes, le patron, mais ça peut nous mener des fois justement au burn-out. Et pourtant, on va dire, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et puis c'est là aussi qu'il faut lâcher prise. Jean-François? Là, on a un sociologue qui nous parle d'une notion qui est celle de la résonance, mais moi, j'entends la notion du gros bon sens ici. Là. Parce que la résonance, en fait, c'est comme un moment de validation, de convenance. Oui. Est-ce que ce qui m'arrive, ce que je fais, à un moment donné, j'arrête, je fais une pause, je deviens
momentanément indisponible, puis je vais donner ce coup de diapason pour que ça part de moi, ça va rebondir, puis ça me revient, puis ça me donne un message par rapport à là où je me situe. Absolument, oui. Un professeur qui, par exemple, donne des devoirs, des travaux, des lectures à ses étudiants, on est s'il voit que les étudiants sont plus capables, ils ne suivent pas, ne sont pas capables de répondre aux exigences, lui-même, en réponse, va se dire « OK, d'accord, c'est peut-être que mes normes ne sont pas adaptées. Peut-être que je dois écouter davantage, d'être en relation plutôt qu'être en contrôle et dire que mes élèves sont des cancres, puis que les jeunes ne veulent plus travailler. » Mais puis le patron, c'est la même chose. Le patron qui regarde avec un gros bon sens ses employés va se dire « OK, notre relation n'est peut-être pas saine. Il faut réfléchir à notre relation pour qu'en bout de ligne, tout le monde s'émancipe au-delà des questions de rendement, de croissance et de compétition. » là. Patrick Ducharme, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Je rappelle que tu es enseignant en sociologie et collaborateur occasionnel au Verbe Média. On peut lire ta présentation de la pensée très riche d'Hartmut Rosa, ton texte intitulé « Lâcher prise en tenant bon », c'est sur leverbe.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Antoine.